Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de la sociologie, un penseur aussi influent que, disons-le, dérangeant, Pierre Bourdieu. Son travail, c'est un peu comme s'il nous donnait des lunettes spéciales pour voir la société autrement. Pas la version idéalisée, non, mais plutôt comme un immense jeu social avec ses règles secrètes, ses joueurs et ses luttes de pouvoir qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors partons avec une question qui a l'air toute simple. Nos goûts, est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Pensez-y une seconde. Ce film qu'on adore, le plat qu'on préfère, le sport qui nous passionne. On a l'impression que ça vient du fond de nous-mêmes, que c'est un choix 100% personnel. Mais, et si c'était pas le cas? Si tout ça, nos goûts, nos préférences, c'était en fait un miroir, le reflet de notre position dans la société? C'est exactement le genre de question un peu déstabilisante que Bourdieu adore poser, et son outil pour y répondre, c'est la sociologie. Allons-y. Il faut savoir que pour Bourdieu, la sociologie, ce n'est pas juste une science tranquille qui observe le monde de loin. Oh que non. C'est une science de combat, une science qui dérange. Sa mission, c'est de lever le voile sur des vérités qui fâchent, de révéler les rouages cachés de la société, surtout ceux que certains préféreraient qu'on ne voit jamais. Et cette citation, elle dit tout. La sociologie dévoile des choses cachées et parfois refoulées. C'est ça le cœur de sa pensée. La sociologie, ce n'est pas juste pour faire des belles descriptions, non, son but, c'est de révéler, de mettre la lumière sur les forces invisibles qui nous façonnent, qui influencent autant notre parcours scolaire que nos choix amoureux. C'est une science qui, disons-le, peut être assez rude parce qu'elle brise un peu nos illusions. Regardez ce contraste. D'un côté, on a les idées reçues, ce qu'on aime se raconter. Mes goûts sont uniques. Si j'ai réussi, c'est juste grâce à mon talent. La culture, c'est pour tout le monde. C'est réconfortant, non? Mais de l'autre côté, la sociologie de Bourdieu vient poser les questions qui dérangent. OK, mais d'où ils viennent tes goûts? Est-ce que tout le monde part vraiment avec les mêmes chances? Qui peut vraiment profiter de la culture? Bref, on passe de l'illusion que tout est une question d'individu au constat que beaucoup de choses se jouent au niveau du groupe, du collectif. Bon, maintenant, attaquons-nous à un premier gros morceau, un mythe tenace que Bourdieu a passé sa carrière à démolir, l'idée que nos goûts sont une affaire strictement personnelle. Pour Bourdieu, c'est clair. Nos préférences, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont en fait des marqueurs sociaux, des signaux qui indiquent, qu'on le veuille ou non, notre place dans la société. Pensez-y, préférer le tennis au soccer ou un plat très raffiné à un bon ragot qui tient au corps, ce ne sont pas juste des choix personnels sans conséquences. Chaque fois qu'on exprime un goût, on se classe soi-même. On dit au monde d'où on vient et où on se situe. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. On voit deux logiques complètement différentes s'affronter. D'un côté, le goût de distinction, souvent associé aux classes dominantes, qui va valoriser la forme, la manière, l'esthétique. On parle de repas légers et stylisés, de sports qui sont plus pour le style, comme le tennis. De l'autre côté, on a le goût de nécessité, plus typique des classes populaires, où c'est la fonction qui prime. On a besoin de nourriture qui soutient, qui tient au corps, de sports qui développent la force physique. C'est vraiment la forme contre la substance. Pour vraiment saisir cette idée, il y a un concept absolument central chez Bourdieu, le capital culturel. Oubliez l'argent un instant. Le capital culturel, c'est une autre sorte de richesse. C'est un ensemble d'outils, un bagage qu'on reçoit, la plupart du temps de notre famille et de l'école. Ça inclut les connaissances, les diplômes, mais aussi la façon de parler, de se tenir, bref, tout ce qui fait qu'on se sent à sa place et légitime dans certains milieux, surtout dans le monde de la culture. Deuxième grand mythe à déconstruire, c'est cette belle idée très réconfortante qu'on nous répète souvent. La culture, l'art, les musées, c'est ouvert à tout le monde est égal devant une œuvre d'art. Vraiment? Bourdieu, lui, il parle de l'illusion du communisme culturel. C'est une façon un peu provocante de dire que non, les œuvres ne sont pas juste offertes à tout le monde de la même façon. Bien sûr, la porte du musée est physiquement ouverte, mais pour vraiment comprendre et apprécier ce qu'il y a derrière cette porte, il faut un code, une clé de déchiffrage. Et si on n'a pas ce code, eh bien l'œuvre d'art, elle ne nous parle tout simplement pas. Alors, c'est quoi ce fameux code, ce véritable prix d'entrée? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas écrit sur le billet. C'est d'avoir été exposé à l'art dès l'enfance par sa famille, c'est d'avoir l'éducation qui donne les références historiques et artistiques, c'est d'avoir le temps libre pour développer son goût, et, point peut-être le plus important, c'est d'avoir cette confiance, cette assurance qui fait qu'on se sent à sa place dans un musée ou à l'opéra. C'est tout ça qui fait la différence entre simplement regarder un tableau et le voir vraiment. OK, on a déboulonné quelques mythes sur le goût et la culture. Maintenant, on va aller voir la mécanique derrière tout ça. C'est ici que Bourdieu nous donne sa fameuse boîte à outils théoriques, une grille d'analyse super puissante pour comprendre comment la société fonctionne. La première chose à faire, c'est de laisser tomber l'image d'une société harmonieuse et unie. Pour Bourdieu, la société, c'est beaucoup plus un ensemble de jeux compétitifs qui existent en parallèle.
Pensez-y, il y a le jeu de la politique, le jeu de l'art, le jeu de la science, le jeu des affaires. Chacun de ces mondes est comme un terrain de jeu distinct avec ses propres règles, ses propres trophées et ses propres joueurs. Et ce terrain de jeu, Bourdieu, il appelle ça un champ. Un champ, c'est donc une arène, un espace de compétition. À l'intérieur de chaque champ, les joueurs, ce que Bourdieu appelle les agents, luttent pour obtenir ce qui est considéré comme précieux dans ce jeu-là. Par exemple, dans le champ artistique, on se bat pour le prestige. Dans le champ politique, c'est pour le pouvoir. Dans le champ scientifique, c'est pour la reconnaissance des pairs. Et bien sûr, pour jouer à un jeu, ça prend des jetons, de la monnaie. C'est ce que Bourdieu appelle le capital. Et il n'y a pas juste le capital économique, l'argent. On a déjà parlé du capital culturel, qui est le savoir et les diplômes, mais il y a aussi le capital social, le réseau de contacts, les bonnes relations, le fameux carnet d'adresses. Et c'est la combinaison de ces 3 types de jetons qui va déterminer notre force et notre position sur chaque terrain de jeu. On arrive au dernier concept clé, et c'est peut-être le plus difficile à saisir, l'habitus. La meilleure façon de le décrire, c'est de dire que c'est notre sens du jeu. C'est ce qui est tellement ancré en nous qu'on n'a même plus besoin d'y penser. C'est l'intuition qui nous fait dire la bonne chose au bon moment, dans le bon milieu. L'habitus, c'est le résultat de toute notre histoire personnelle, notre famille, notre école, nos expériences, qui s'est comme imprimé dans notre corps, dans notre façon de penser, de marcher, de parler. Comme le dit Bourdieu, c'est l'histoire faite nature. Alors là, on pourrait se dire « Wow, c'est un peu déprimant tout ça. On a l'impression d'être coincé, d'être des marionnettes dont la société tire les ficelles. » Mais attention, pour Bourdieu, c'est tout l'inverse. Parce que justement, connaître les règles du jeu, c'est la toute première étape pour pouvoir commencer à jouer différemment. Et peut-être même gagner. Et cette phrase de Bourdieu résume tout. Tout progrès dans la connaissance de la nécessité est un progrès dans la liberté possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand on ne connaît pas les règles du jeu social, on ne fait que les subir. On a l'impression que c'est le destin, une fatalité. Mais à la seconde où on comprend une règle, où on la voit clairement, elle cesse d'être une fatalité. Elle devient une carte dans notre jeu, un levier sur lequel on peut agir. On peut décider de jouer avec ou même de se battre pour la changer. Alors, le chemin vers plus de liberté, il se dessine en 3 temps. D'abord, il faut faire l'effort de voir, de mettre en lumière les règles cachées du jeu. Ensuite, il faut faire un travail sur soi-même, comprendre d'où on part, avec quel type de capitaux, quel est notre habitus, et finalement, la 3e étape, c'est d'agir en connaissance de cause. Le but, c'est de passer du statut de simple pion, qui est joué par les règles, à celui de joueur, qui connaît les règles et qui peut les utiliser stratégiquement. Au final, la conclusion de Bourdieu est assez directe. Oui, le jeu social est biaisé. Le terrain n'est pas égal pour tout le monde et certains commencent la partie avec beaucoup plus de jetons que d'autres. C'est un fait. Mais maintenant que les règles sont un peu plus claires, la vraie question se pose, comment on décide de jouer? La sociologie, en nous donnant la carte du jeu, nous donne aussi les outils pour déjouer les dominations. Elle nous sort de la fatalité. Et c'est sans doute ça son pouvoir le plus profondément libérateur.